Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un livre unique et culte, c'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Lorsque je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'il était impossible d'en parler rapidement et que je devais faire une vidéo entièrement consacrée à ce livre-là, mais je n'arrivais pas en fait à mettre de mots sur mon expérience. Je me rendais compte que je ne disais que des banalités et je m'étais dit même pendant ma lecture que beaucoup de choses m'avaient échappé. Donc j'ai décidé de lire un essai qui analyse la Horde du Contrevent. Il y en a plusieurs qui existent. Moi j'ai lu L'étoffe dont sont tissés les vents d'Antoine Saint-Épondyle. Cet essai montre la profonde originalité, les très nombreuses références qu'on trouve dans la Horde du Contrevent. Donc cette vidéo sera faite sous le patronage de cet essai que j'ai trouvé très clair et particulièrement enthousiasmant. Pour ceux qui ne connaissent pas la Horde du Contrevent, c'est un roman de science-fiction qui raconte l'épopée d'un groupe d'aventuriers d'élite qui s'appelle la Horde du Contrevent, qui est chargé d'aller au bout du monde, ce qu'on appelle en extrême amont, trouver l'origine des vents qui balaient sans pitié leur monde. Et chacun des membres de la Horde du Contrevent a une fonction, a une identité, et de chacun dépend la survie du groupe. C'est un livre qu'on peut lire en fait à plusieurs niveaux de lecture. D'abord, c'est un roman d'aventure, ensuite c'est un véritable jeu sur la langue et sur l'écriture, et ensuite c'est une novélisation de concepts philosophiques. Personnellement, le lisant, je n'ai vu que les deux premiers niveaux de lecture, c'est-à-dire le roman d'aventure et le jeu sur la langue, et il m'a donc fallu en fait l'essai de Antoine Saint-Épondyle pour percevoir en fait le troisième niveau de lecture, celui des références philosophiques. Donc tout ça pour vous dire que si jamais vous n'avez pas de bagage en philosophie comme c'est mon cas, que vous ne voyez pas dans la Horde du Contrevent les éléments philosophiques, ça n'est pas grave du tout, ça n'empêchera pas que, comme moi, vous pourrez, je l'espère, beaucoup apprécier cette lecture, vous rendre compte que c'est vraiment un livre exceptionnel, d'une profondeur abyssale, et vous rendre compte, comme c'est mon cas, qu'on a entre les mains un livre unique, qu'on n'a jamais rien lu de pareil, et qu'on ne relira plus jamais quelque chose comme ça. Pour parler d'éléments extrêmement factuels sur la Horde du Contrevent, c'est un roman qui est sorti en 2004. L'auteur a par ailleurs indiqué qu'il allait faire une suite, mais pour l'instant, elle n'a pas encore été publiée. L'auteur Alain Damasio est considéré comme un auteur phare de la science-fiction française. Pourtant, il a écrit assez peu de romans, La Zone du Dehors, La Horde du Contrevent, Les Furtifs, qui a eu énormément de succès en 2019 à sa sortie. D'ailleurs, il avait eu du succès au-delà du simple cercle des lecteurs de science-fiction et de littérature de l'imaginaire, donc j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, dans mon entourage, il y avait plusieurs personnes qui n'aiment pas du tout ce genre et qui ont adoré Les Furtifs. Il a également écrit des ouvrages pour la jeunesse, des essais. C'est un auteur qui est très médiatique, qu'on voit beaucoup dans les médias, qui a un discours technocritique, et dans ses ouvrages il travaille beaucoup sur l'anticipation ou la dystopie politique, ce qu'on voit énormément par exemple avec Les Furtifs. Autre point extrêmement factuel de ce livre, c'est que la pagination en fait est à l'envers, puisque on commence avec la page 700 je crois, et donc en fait on va progressivement vers la page, je sais plus où ça s'arrête, peut-être la page 1, mais vous voyez en fait c'est une pagination à l'envers. Et ensuite c'est un roman choral, c'est-à-dire que plusieurs personnes parlent, donc tous des membres de la Horde du Contrevent, de la 34e Horde, et en fait un des trucs de l'auteur c'est d'annoncer qui c'est qui parle, en fait avec un signe de ponctuation qui correspond à une personne. Donc comment faire pour s'y retrouver évidemment ? Alors tout simplement, il y a au début du livre, donc moi j'ai l'édition folio, en fait vous avez la liste de tous les membres de la Horde à qui correspond en fait quel signe de ponctuation. Mais là, je vous raconte une petite anecdote. Quand j'ai commencé à dire autour de moi « je suis en train de lire » ou « je l'ai fini », les autres personnes qui l'avaient lu m'ont toutes dit « est-ce que tu as le marque-page ?» Donc oui, j'avais bien le marque-page, donc merci Folio de l'avoir fourni avec un marque-page. En fait, le marque-page reprend ces éléments pour vous dire qui c'est qui, à quel signe correspond quelle personne. Donc vous voyez par exemple l'oméga c'est Golgoth le traceur, le pi c'est Pietro le prince, etc.
Donc ça vous évite pendant votre lecture de tout le temps devoir revenir au début pour voir qui parle. En fait, vous l'avez sur le marque-page, mais au demeurant, en gros, c'est quand même un peu toujours les mêmes personnages qui parlent. Je dirais qu'il y a un groupe de 4-5 personnes peut-être qui parlent. Les autres parlent, mais c'est beaucoup plus rare. Franchement, au tiers du livre, c'était plié, j'avais plus du tout à regarder, ou alors extrêmement rarement. Donc le roman en lui-même, je vous le disais, c'est un roman d'aventure qui est extrêmement bien construit, qui est centré sur la relation entre les personnages. Moi j'estime que c'est un roman en fait qui parle du collectif, qui parle d'un groupe. Et d'ailleurs aucun personnage dans cette histoire ne se distingue. Le héros, l'héroïne de ce livre, c'est bien celle qui donne son titre au livre, c'est-à-dire la Horde du Contrevent, et non pas un ou plusieurs des personnages dans cette horde. Dans l'histoire, on nous apprend que les personnages sont élevés depuis leur naissance pour appartenir à la 34e Horde. Donc c'est toute une société qui est tournée vers la création de ce groupe spécial. Et en même temps, au-delà d'être une élite, c'est quand même tous des humains, ils se questionnent, ils s'aiment, ils détestent, ils ont peur, ils souffrent, etc. Ils sont tous guidés par leur passion intérieure dans la lignée de la philosophie de Baruch Spinoza, un philosophe hollandais du XVIIe siècle, qui a écrit l'Éthique, où il explique que pour lui, personne ne peut se soustraire à ses passions qui dépassent en fait les critères moraux du bien ou du mal. Étant donné que les hordiers sont tous guidés par leurs passions, Spinoza disait qu'il y a deux types de passions, les passions joyeuses et les passions tristes. Les passions joyeuses favorisent la perfection de notre âme, alors que les passions tristes entravent cette perfection. Et la perfection de notre âme, c'est notre puissance d'agir sur le monde. Tout au long du roman, on voit donc que les hordiers vivent des passions soit tristes, soit joyeuses. Damasio l'a reconnu lui-même. Ils ont tous été construits sur le modèle du jeu de rôle, puisque dans sa préparation, il avait créé une fiche pour chaque personnage qui donnait toutes ses caractéristiques, et puis en plus ils ont des fonctions qui effectivement quand on est rôliste, ou en tout cas familier de cet univers, ils ont des fonctions qui sont très caractéristiques du jeu de rôle, puisque il y a un prince, il y a un troubadour, il y a un scribe, il y a une soigneuse, etc. Le livre raconte également comment chacun accomplit ou non sa transformation de l'esprit selon la philosophie de Friedrich Nietzsche, un philosophe allemand de la fin du 19e siècle. Le principe de la transformation de l'esprit, c'est quelque chose qu'il développe sous forme de conte dans son ouvrage Ainsi parlait Zarathustra. Il y a trois figures, il y a le chameau qui est l'incarnation du devoir, puisqu'il dit « je dois ». Ensuite, il se transforme en lion, qui lui est plutôt l'incarnation de la volonté, donc il dit « je veux ». Et enfin, le lion peut se transformer en enfant créateur, qui a dépassé la notion de devoir et de volonté. Si on y réfléchit bien, tous les hordiers ont commencé en fait comme des chameaux, donc c'est leur devoir de se constituer en horde, c'est leur devoir d'aller en extrême amont. Certains dépassent cette notion du devoir et en fait en font une volonté, puisqu'ils sont face à des choix cornéliens, s'arrêter et s'établir comme les abrités, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas de la horde, ou bien continuer et risquer la mort, etc. Et certains, peut-être, arriveront au stade de l'enfant créateur en se réinventant. La quête des hordiers se situe en fait à plusieurs niveaux. D'abord, ils cherchent en fait à sauver le monde, si on peut dire, puisqu'ils essaient de trouver l'origine des vents meurtriers, et donc peut-être expliquer et régler ce problème. Ensuite, ça se double d'une quête spirituelle, puisqu'il y a une légende qui dit que lorsqu'on arrivera en extrême amont, au bout du monde, on pourra formuler un vœu qui sera exaucé. Tout au long de leur voyage, des personnes, des abrités, leur donnent des vœux qu'ils ont inscrits sur des papiers, des bouts de métal, etc. Et donc ils sont chargés d'amener tous ces vœux en extrême amont. Il y a également une quête individuelle, et ça c'est un aspect très important dans l'histoire, puisque
Au-delà de la quête de l'extrême amont, etc., de l'enjeu en fait de société, de trouver d'où viennent ces vents, la quête individuelle, elle se porte sur le fait qu'ils apprennent à dépasser leurs limites, puisqu'ils doivent constamment éprouver le vent, contrer, c'est-à-dire trouver des positions pour contrer le vent et avancer dans le vent. Et je vous en reparlerai plus longuement après. Ce qu'on voit très rapidement dans l'histoire, c'est qu'en fait, leur méthode est considérée comme un peu obsolète, puisqu'ils pourraient arriver à leur but beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins de dommages grâce à la technologie des fréoles, mais ils ne le font pas, donc c'est pour ça que je parle de quête individuelle. Ensuite, il y a une quête scientifique, puisqu'ils sont censés trouver les 9 formes du vent, et ensuite ils découvrent des territoires qui n'ont pas encore été explorés, ou en tout cas dont personne n'est revenu pour dire à quoi ils ressemblaient. Par ailleurs, il y a aussi un enjeu politique dans cette histoire, on le découvre assez rapidement dans l'histoire. Il y a dans le gouvernement qui régit ce monde plusieurs factions. Il y a des gens qui sont les partisans des Hordiers, donc qui soutiennent leur façon de faire et la quête qu'ils portent, mais il y a des personnes qui pensent au contraire que les Hordiers, je vous le disais, sont obsolètes, alors que les bateaux volants des Fréoles sont beaucoup plus adaptés à la quête et permettrait d'arriver beaucoup plus facilement à leur but. Tout au long de leur quête, les Hordiers rencontrent de nombreux obstacles. Ils peuvent être tués par la force des vents, ils peuvent se retrouver isolés et donc perdus et mourir dans le désert, parce que j'ai l'impression que c'est un monde qui est quand même beaucoup constitué de désert. Ensuite, ils peuvent mourir noyés, notamment dans la flaque de Lapsane, ou encore tués par un crone, qui sont des sortes de tourbillons vivants avec des propriétés parfois très dangereuses. Mais ils peuvent être aussi tués par des maraudeurs ou des poursuivants. Et on s'interroge beaucoup sur les poursuivants, est-ce qu'ils existent réellement? Et dans ce cas-là, par qui sont-ils envoyés? Est-ce qu'ils sont envoyés par exemple par leurs ennemis au gouvernement ou encore par leurs commanditaires? La quête qui est ressassée tout au long du livre, c'est qu'y a-t-il en extrême amont? Est-ce qu'il existe une fin au monde? Et d'où viennent les vents? C'est une question lancinante pour le lecteur puisqu'on se la pose tout le long du livre jusqu'à la dernière ligne. Mais c'est aussi évidemment une grande question pour les Hordiers, qui ont, je trouve, un rapport presque religieux à l'extrême amont. Certains pensent qu'il existe, d'autres pensent qu'il n'existe pas, d'autres sont dans le doute, donc on a un peu la figure des croyants, des athées, des agnostiques. Le fait de s'interroger sur un mode presque religieux, ça fait aussi penser à la figure du créateur, et donc ici ça serait de l'auteur. Ils se disent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui préside à tout ça? Est-ce que nous ne sommes pas les personnages de quelque chose? Donc est-ce qu'ils ont conscience qu'ils font partie d'une histoire, qu'ils ne sont eux-mêmes qu'une part de fiction? Donc ils ont eux-mêmes un rapport un peu religieux à leur créateur, je vous disais, croyant, athée, agnostique. Le personnage du troubadour Caracol, qui est un personnage très important dans le livre, leur propose régulièrement, lorsqu'ils font des pauses le soir, de leur raconter des histoires. Donc ils créent des petits contes pour essayer de raconter l'origine du monde, ou bien ce qu'ils trouveront en arrivant en extrême amont, et à chaque fois il invente une chose différente, une fin différente, une explication différente. Donc dans ce sens, Caracol est un peu la mise en abîme de la figure de l'auteur, mais plus encore un autre personnage qui incarne vraiment l'auteur et dans lequel Damasio se reconnaît, c'est le personnage du scribe qui s'appelle Sov. Le principe du scribe, c'est qu'il doit garder le récit de tout ce que vit la Horde dans ce qu'on appelle un carnet de contres, puisque si jamais la Horde venait à disparaître, on espère que son carnet de contres sera retrouvé et donc on aura le récit de tout ce par quoi ils sont passés, de toutes les connaissances qu'ils ont emmagasinées, des difficultés rencontrées et de savoir où est-ce qu'ils ont échoué éventuellement. Donc ça rappelle évidemment complètement la figure de l'auteur, puisqu'on ne sait l'histoire de cette horde que grâce à l'auteur du livre, et ça montre la totale subjectivité de ce que nous lisons, puisque nous n'avons d'abord que le reste du récit de Sov, mais aussi plus globalement, nous n'avons que des récits de hordiers, nous n'avons jamais de récits de personnes extérieures à la Horde. Au demeurant, j'ai pressenti, je pense, dans le dernier tiers du roman, quelle allait être la fin, ce qui ne m'a pas empêché de continuer à beaucoup apprécier le livre. Mais attention, je vais évidemment pas vous révéler la fin parce que c'est très dommage, mais je vais l'analyser un petit peu plus loin.
La question de l'écriture est très importante dans la Horde du Contrevent. Chaque hordier a sa propre individualité qui n'existe que par son discours. Aucun personnage n'est manichéen. Après, il faut reconnaître qu'il y a des personnages qui nous semblent plus sympathiques que d'autres. Le personnage du traceur, c'est-à-dire le chef de la Horde, Golgoth, est assez antipathique parce qu'il fait preuve de beaucoup de misogynie et d'une très grande violence qu'on ressent jusque dans ses paroles. Mais pour autant, il force l'admiration parce qu'il a une force de volonté et une capacité d'embarquer le reste de sa horde pour continuer à avancer alors que tout les enjoint à s'arrêter. D'ailleurs, on voit que le personnage de Golgoth est à la fois chameau et lion, c'est-à-dire guidé à la fois par la notion de devoir et par la volonté, si on reprend la formule nietzschéenne. Pour vous montrer la différence de discours entre chacun des personnages, je vais vous lire plusieurs extraits assez rapides d'un même épisode. C'est dans le premier chapitre, l'épisode du Furvent. Le principe du Furvent, c'est que c'est un vent extrêmement fort qui peut tuer extrêmement facilement si la horde n'adopte pas certaines stratégies et n'est pas extrêmement soudée et expérimentée évidemment. Par exemple, voici la façon de parler de Golgoth le traceur. Une solide merde ce Furvent, de la soupe à grumeaux. À 30 ans, ça m'aurait presque fait rigoler d'encaisser ça. Sur une quille, 2 doigts crochetés dans l'anneau. Pour dire l'honnête, ça a pas claqué si féroce devant. Une grosse mornifle, un pet de gonzesse, rien. Un rot. Mais derrière, suffit de les regarder, ça s'est fait à la cognée. Ça a soufflé rageur dans la traîne, a poncé de la hanche et de l'épaule, a corroyé du plastron. Faut dire qu'ils ont tellement l'habitude d'être sous la couveuse dans le pack qu'au moindre blast, ça saigne du nez. Mouchez-vous la truffe, les chiots, le costaud arrive. Orochi, on en dira ce qu'on veut, elle la ramène, elle pinaille. Mais sans sa tête chercheuse avec une éolienne dedans, on finissait tous à croquer du paveton dans la digue. Moi en tête, casque ou pas. La contre-vague, elle a vibré comme une cloche dans le Sotch, et Erg qui voulait se caler tout près, à 2 mètres des anneaux. Vas-y le combattant, montre-nous, ch'la! Toute la horde écrabouillée sur le granit. Ça aurait eu de la gueule pour notre légende. 34e horde, menée par le 9e Golgoth. Avenir prometteur, excellente trace. Meurt connement écrasé contre un mur sur une erreur de lecture d'une cuvette. Enterré avec les morceaux. Salutations à 35, à vous Laval. Donc vous voyez la violence chez Golgoth, et maintenant je vais vous montrer le caractère extrêmement virevoltant de Caracol. Et les frérots, la longue ribambelle bouclée des nouveau-nés pondus par Papa Vortex, viandez-y, dispersez votre magie sur la plaine, fascinez-nous! Des sychrocones, des psychrones, des crotales à la louche, en vrac, par paquet de 5, par flopée de 12, gris métallisé, rouge garance ou bleu courge, pour toutes les courses et les dégoûts, ne fuyez pas nous autres, pas encore! Pas avant d'avoir tenté votre chance. Du possible, sinon j'esbrouffe. Que sauve mon pote et aérochichi, l'élégante à girouette, analyse et mesure. Reste qu'il va falloir se les coltiner au corps à cuire, plonger dedans, passer la tête et voir où est qui et en quoi ça se transforme, puisque le crône, Ouida, précipite les devenirs ou accélère l'errance. Tirez une carte. De science, point qui rassure sur leur nature, l'intuition seule, le toucher la couleur, parfois l'odeur, guidez-vous sur mon don, troubadour suis, et plutôt jeune lanceur, de quoi donc? De sorts et de sorties, j'ouvre la voie et je crie « Un crône arrive, plein port, détachez le troupeau, les brebis sur les pentes, bé !» Et ensuite le personnage de Pietro, le prince, qui est chargé en fait d'assurer la cohésion de la horde et qui est très attentif aux autres. Lui parle d'une manière beaucoup plus factuelle, beaucoup plus ancrée dans le réel. La pluie a complètement cessé maintenant. Le sable sèche à une vitesse peu imaginable. Nulle trace de port où que je porte le regard. Je ne sais plus. Je ne sais plus si nous aurions dû faire confiance à Caracol. Je crains la catastrophe. Les premières méduses sont tombées du ciel. On en a trouvé des énormes éventrés au sol, signe que le vent s'épaissit aussi en altitude.
Bref, que ça arrive. Golgoth n'a pas marqué la moindre hésitation. Il nous a demandé de nous attacher ligne par ligne. Il s'en tient à la vision de Caracol. Il garde le cap en boussole. Il ne cherche plus à tracer dans la subtilité, puisqu'on n'y voit de toute façon plus rien. L'air file, orange. Un flot crénelé qui crépite sur le torse, qui martèle la tête. On a mis les cagoules de cuir, et on ouvre à peine les yeux quand ça fléchit un tout petit peu. Il faut se préparer à plonger si la vague s'annonce. Je repère le moindre bout de roche, le moindre creux jouable. Être prêt, prêt si ça explose, à se plaquer ventre à terre. On peut se planquer là. Où ça? Là, à droite, derrière le rocher. On tient pas à 3. Faut continuer. On va y arriver, les roseaux. Le port est tout près. Mon cul, on n'y sera jamais à temps. Faut se coucher. Personne se couche. Goinfrez les trous dans la traîne. Ah, il est à la rupture. Tenez-la bien. Là encore, il y a un creux. Un bon creux. Golgoth. Il t'entend pas, les arcs. Il t'a jamais entendu. Vogel dans le pack. Vous voyez donc, dans ce livre, chacun des personnages a une voix distincte qui permet, au-delà de la ponctuation qu'il annonce, de comprendre qui est en train de parler. Et le principe des voix distinctes permet à l'auteur d'expérimenter la langue sous une forme telle que définie par Gilles Deleuze, qui évoquait une sorte de langue étrangère qui ne soit pas une autre langue. Tout au long de l'histoire, on se rend compte qu'il y a en fait une très faible caractérisation de tout dans l'histoire. Le monde est très peu caractérisé, le physique des personnages est très peu caractérisé, etc. Un jour, quelqu'un m'a dit, finalement, la Horde du Contrevent, c'est un peu le lecteur, puisque Damasio lui balance sa langue et son monde à la gueule, et en fait, il faut arriver à contrer pour s'y retrouver, pour essayer de comprendre, pour arriver au bout. Et je trouve que c'est quand même un petit peu vrai. C'est une lecture qui est quand même assez complexe, en même temps qui est jouissive pour l'effort qu'elle nous demande d'avoir, et qui nous pousse aussi, je trouve, beaucoup au lâcher-prise. C'est un peu ça dans la Horde, puisqu'il faut parfois savoir lâcher, se laisser emporter par le vent à un moment pour pouvoir mieux rebondir ensuite. C'est arriver à naviguer sur les flots du vent. La langue permet à l'auteur d'exprimer le monde, y compris des éléments que l'auteur ne nous expliquera jamais. Par exemple, il ne nous explique jamais ce qu'est le furvent, qui pourtant est la chose que nous découvrons en premier, ce à quoi sont confrontés en premier, selon notre regard, les hordiers. C'est une forme de vent qui semble être extrêmement violente, et voici comment elle est caractérisée par Sauve, un des personnages qu'on entend le plus, le scribe. Je vous cite l'extrait qui est dans le livre d'Antoine Saint-Épondyle. « À la 5e salve, l'onde de choc fractura le fémur d'enceinte, et le vent sabla cru le village à travers les jointures béantes du granit. Sous mon casque, le son atroce du roc poncé perce, mes dents vibrent. Je plie contre Pietro, des aiguilles de quartz crissent sous son masque de contre. À terre, dans la ruelle qui nous couvre, 2 vieillards tardifs qui clouaient un volet ont été criblés. Plus au loin, au carrefour, je cherche en vain la poignée de mômes qui crânaient front nu en braillant des défis que personne, pas même nous, ne peut à cette puissance, et sous cette viscosité d'air relevé. Une des caractéristiques de l'écriture de Damasio, c'est qu'en fait, il remet en cause le postulat classique en linguistique qui dit que le signifiant, c'est-à-dire le mot, la lettre, n'a pas de rapport avec le signifié, c'est-à-dire le sens. Et là, au contraire, l'auteur utilise des termes, crée des termes pour vraiment exprimer, telle une performance vocale, ce qu'il cherche à dire. Donc dans l'histoire, le vent façonne les êtres et le monde, et donc la langue elle-même façonne le récit. Je vous le disais, seul le livre et ses mots témoignent de l'existence et de l'expérience qu'ont vécu ces personnages. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, l'auteur ne présente la Horde en entier qu'au 3e chapitre. Il nous fait entrer ce qu'on appelle in medias res dans le récit, puisqu'on arrive immédiatement sur la scène du furvent. Les mots ont également dans l'histoire en fait un impact, puisque les mots peuvent tuer, les mots peuvent ouvrir des portes, etc. Donc vraiment, littéralement, il y a d'ailleurs un passage très étonnant dans le livre, à peu près vers le milieu, je dirais, que certains trouveront peut-être inutile et pompeux, mais moi que j'ai absolument adoré,
qui est en fait, je crois qu'il y a une 50aine de pages qui racontent une joute verbale entre Caracol et un érudit local. Et en fait, il y a un vrai enjeu dans cette joute verbale auquel assiste la Horde et la totalité de la population d'Altissio, puisque l'enjeu pour les Hordiers, c'est de faire ouvrir des portes qui leur permettent d'accéder ensuite à Norsca. Et donc, les deux personnages s'affrontent pour savoir si les Hordiers auront le droit ou non de se voir ouvrir les portes. Mais aussi, au-delà de cet enjeu politique, c'est finalement toute une vision du monde que chacun des personnages exprime dans cette joute verbale. Par ailleurs, j'ai été assez étonnée en lisant le livre d'Antoine Saint-Épondil de voir que cet épisode était à peine mentionné et absolument pas analysé. J'aurais été très intéressée de le voir analysé par quelqu'un. Moi, je l'ai trouvé extrêmement intéressant et vraiment complètement jouissif à lire. C'était vraiment un pur bonheur de langue. Donc voilà, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'ai adoré ce passage et j'ai trouvé qu'il avait une vraie place dans le récit, qu'il était vraiment important. La langue de Damasio, c'est comme de la musique, c'est un peu comme du slam d'une certaine manière. La musique des mots est vraiment très importante et il faut rappeler par ailleurs que lorsque le livre a été publié aux éditions La Volte, il me semble, c'était accompagné d'une bande-son d'Arnaud Alivan que vous pouvez retrouver sur différentes plateformes. Moi par exemple je l'ai trouvé sur Deezer, qui est intéressante à écouter puisqu'elle reprend des extraits de l'histoire et elle les met en musique et elle essaie d'exprimer aussi la musique des mots et la musique de l'histoire. Pour en revenir à la question du poids des mots, je dirais que la ponctuation a autant voire plus d'importance, en tout cas c'est vraiment tel qu'exprimé dans l'histoire par les personnages, puisque pour décrire un vent, le scribe apprend dès sa jeunesse à pas faire de longues phrases, mais en fait à utiliser uniquement des signes de ponctuation, et donc quand on apprend cet alphabet, on peut lire par exemple dans un carnet de contres quelle a été la composition de l'épisode venteux qu'a traversé une horde. Et donc la ponctuation se suffit à elle-même. En tout cas, c'est comme ça que Sov a été éduqué pour n'avoir à utiliser aucun mot lorsqu'il doit décrire le vent. Donc la ponctuation, à la fois, elle introduit les personnages et en même temps, elle permet de restituer l'expérience de chaque horde. Donc elle a un sens qui est à la fois intra- et extra-diégétique, c'est-à-dire qu'elle a de l'importance dans le récit et dans la forme du récit. Enfin, ce que moi j'ai cru comprendre dans l'histoire, c'est qu'en fait, la maîtrise des mots n'est finalement qu'une phase intermédiaire avant de passer à un autre stade de la puissance dans la maîtrise du vif, dont je reparlerai ensuite. C'est ce qu'on appelle le nefesh, qui en hébreu signifie âme, mais qui pourrait être plutôt traduit, en tout cas c'est ce que propose Antoine de Saint-Épondil, comme souffle de vie. Donc le nefesh, c'est la maîtrise du vent en soi. Il y a un personnage extérieur à la horde qui est présenté comme un grand sage et aussi d'une certaine manière un grand guerrier, qui est Tejerka. Il intervient régulièrement dans l'histoire et on voit en fait quand il parle qu'il ne prononce pas tous les mots pour parler, c'est comme s'il les avait mangés. Et également il est dit que son visage en fait a une drôle de forme, c'est comme s'il avait été un peu tourné sur lui-même. Donc ça illustre en fait le pouvoir des mots sur le monde et le fait que maîtriser son vif permet de transformer le réel. Donc si les mots ont le pouvoir de transformer le réel, on en revient à l'image de l'auteur Démiurge, puisqu'il crée un monde par le biais du langage, tout comme le vent façonne lui-même le monde. Le vent est à l'origine du monde, et c'est ce que montre la première page de la Horde du Contrevent, que je vais essayer de vous montrer. C'est un véritable morceau de bravoure, cette première page. Par ailleurs, je dis première page, mais en fait, dans mon édition, en fait, elle est répartie sur 2 pages, alors que dans l'édition initiale chez La Volte, qui a d'ailleurs été rééditée, je crois, cette édition, en fait, ça tient sur 1 page, et ce qui est d'ailleurs beaucoup plus cohérent. Donc voici la première page telle qu'on la voit ici. On voit que d'abord, il y a des signes de ponctuation qui petit à petit forment en fait des extraits de mots, puis ensuite des extraits de
de mots qui constituent des morceaux de phrases, etc. Et jusqu'à ce qu'on arrive finalement à une phrase ici, que vous reconnaîtrez, qui dit « Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents ». Donc tous les éléments de la page, en fait, se mettent en place tel un Big Bang fictionnel. S'il existe un créateur ou auteur, c'est donc qu'il y a une idée de transcendance. La transcendance, c'est un concept philosophique qui dit qu'il y a une chose supérieure à nous, qui nous dépasse, et qui nous pousse en fait à aller au-delà d'une simple survie, donc pour transcender notre existence. Souvent, elle est opposée au concept d'immanence qui dit qu'au contraire, notre propre principe est en nous-mêmes. On sent que l'auteur penche plutôt vers l'immanence puisque même s'il consacre une part importante quand même de son livre à la quête vers l'extrême amont, finalement son sujet principal c'est le fonctionnement de la horde comme principe se suffisant à lui-même. La lutte entre les deux principes, immanence et transcendance, elle est incarnée par deux personnages assez discrets de la horde qu'on voit assez peu, qu'on découvre plutôt vers la fin, qui sont en fait les deux éleveurs d'oiseaux qui font partie de la horde. Il y a le fauconnier et l'autoursier. Ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, ils se vivent comme rivaux à travers la façon de domestiquer leurs oiseaux. Le fauconnier, lui, conçoit son animal et son art de dressage comme étant quelque chose de noble, donc il éduque son faucon de manière dominatrice et verticale, et son oiseau vole haut et contre le vent, donc c'est l'image de la transcendance, le faucon et le fauconnier. De l'autre côté, il y a l'autoursier avec les autours. Les autours, c'est des oiseaux moins nobles qui volent plutôt ras de terre et ils cherchent des passages en fait dans le vent pour s'adapter au mieux grâce à un dressage qui est basé sur l'empathie maître-oiseau. L'immanence, je le disais, c'est l'ici et maintenant et c'est incarné, il me semble, par un épisode assez important de l'histoire qui s'appelle la Tour d'Aer. Le principe, c'est que c'est une tour qui est située à Altisio, qui est rempli d'ouvrages de sagesse et scientifiques que Orochi rêve absolument de visiter pour consulter ces ouvrages. Ça lui permettrait d'en apprendre plus sur les différentes formes de vent, notamment celles qu'ils n'ont pas encore affrontées, et ce juste avant d'aborder la partie la plus difficile de leur quête et dont personne n'est encore jamais revenu, c'est la chaîne de montagnes Norska. Dans la Tour d'Aer, c'est là qu'on trouve de très nombreuses références aux philosophes qu'affectionne particulièrement Damasio. On y trouve notamment une référence à la philosophie d'Épicure. D'ailleurs, c'est la seule référence philosophique que j'ai pu voir de tout le récit, donc je suis très fière. Puisqu'un des ouvrages de la tour dit à la fois « vis chaque instant comme si c'était le dernier » et vit chaque instant comme si c'était le premier. La lutte entre l'immanence et la transcendance, le fait de préférer l'immanence à la transcendance, c'est ce qui fait aussi qu'on préfère la méthode des hordiers, qui est un peu plus roots, si on peut dire, que celle des fréoles, puisque c'est dit régulièrement dans le livre, au fond, qu'importe l'accomplissement de leur quête, ce qui compte avant tout, c'est qu'en utilisant leur méthode, ils en auront beaucoup plus appris sur eux-mêmes, beaucoup plus appris sur le monde, que s'ils avaient voyagé dans un bateau comme le font les fréoles. Les fréoles d'ailleurs ont un nom qui, je trouve, ressemble un peu au mot frivole, et c'est une comparaison qui est quand même beaucoup faite par Alain Damasio dans le livre. Ces fréoles ont un travers que dénonce beaucoup Damasio dans les médias, on va dire dans la vraie vie, puisque, je vous le rappelle, Damasio a un discours technocritique. Le problème des fréoles, c'est qu'ils ont trop confiance dans la supériorité de leur technologie, et leur technologie, elle signifie quoi? Confiance, confort, pouvoir. Mais Damasio, lui, il distingue pouvoir et puissance dans une citation qui ne vient pas de l'ordre du contrevent, mais qui figure dans le livre d'Antoine Saint-Épondyle. Si l'on définit conceptuellement le pouvoir comme la capacité de faire, de déléguer l'action, alors que la puissance serait la capacité de faire, de déployer l'action par soi-même, directement, alors il me semble qu'on dispose là d'un critère précieux pour essayer de conduire nos vies dans cette bulle bruissante d'outils qui nous enveloppe. La distinction, elle est beaucoup faite entre hordier et fréole, qui incarnent en fait la différence entre low-tech et high-tech, puisque les fréoles, qui sont l'incarnation de la high-tech, vivent dans ce que Damasio appelle un techno-cocon. C'est un terme qu'il utilise souvent dans les médias. C'est notre trop grande confiance, notre trop grand désir de confort qui nous fait complètement dépendre et être esclaves de la technologie, pour le résumer assez brièvement. Et ça, c'est un propos qui va, je crois, beaucoup développer
dans Les Furtifs que je n'ai pas encore lu. À noter aussi que les Hordiers, au contraire des Fréoles, vont à l'encontre du principe d'hominisation de Peter Sloterdijk, puisque celui-ci avait une phrase célèbre, il disait l'homme descend de la pierre, donc finalement c'est la maîtrise de l'outil qui crée l'homme et qui l'extrait de l'animalité. Donc les Hordiers, selon cette définition, vont complètement à l'encontre de cette hominisation. Donc ce que nous rappelle Damasio et qu'appuie Antoine de Saint-Épondyle, c'est que finalement, apprendre à connaître le monde, c'est aussi apprendre à se connaître soi-même, c'est accepter d'être façonné, puisque nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents. Et si on en revient à la définition de Spinoza des passions, finalement la technologie des Fréoles ne serait qu'une passion triste. La véritable problématique qui est posée par Damasio dans son livre, c'est qu'est-ce qu'être en vie ? Et dans le roman, plusieurs personnages essaient d'apporter une réponse à cette question existentielle. Le propos de l'auteur, c'est de dire qu'être en vie, c'est être en mouvement, puisque l'apparition de la vie est liée au mouvement. Ralentir, c'est s'arrêter, c'est mourir. Alain Damasio illustre donc de manière fictionnelle un principe qui a été établi par deux philosophes français de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est Gilles Deleuze et Félix Guattari. Ils parlent du principe de territorialisation et de déterritorialisation. La déterritorialisation, ça passe par la fuite qui n'est pas un renoncement selon eux, mais une capacité à ne jamais s'appesantir, ne jamais se sédentariser, que ça soit physiquement ou mentalement. Le but de la horde, selon la pensée de Spinoza, c'est de persister dans son être, donc faire ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire aller en extrême amont. L'identité dans la horde du contrevent, c'est quelque chose d'assez changeant qui s'arrête pas forcément à notre enveloppe de chair. Les personnages sont également constitués d'un vif, une sorte de puissance intérieure en mouvement qui les pousse parfois violemment à aller de l'avant, à aller vers la vie. Le vif, c'est aussi une forme qui peut survivre à l'enveloppe de chair et qui, plus on est riche intérieurement, plus elle est complexe et vivace. Attention, le vif, ça n'est pas une métaphore de l'âme ou de la réincarnation, pas du tout. C'est un concept qui est quand même moins moral et plus brut. D'ailleurs, même les animaux en possèdent un. On peut récupérer le vif d'une personne qui est morte, et ça illustre de manière un peu métaphorique le fait que une personne qui meurt, elle peut vivre en nous à travers ses souvenirs et nous donner la force d'avancer. Un motif très important dans la horde du contrevent, c'est celle de l'éternel mouvement qui est incarné en fait par deux principes philosophiques qui sont souvent cités dans l'ouvrage de Damasio. C'est tout d'abord la ritournelle de Deleuze et Guattari et ensuite la boucle éternelle de Nietzsche. Dans le premier concept, la ritournelle de Deleuze et Guattari, le principe c'est qu'il faut être tout le temps en mouvement et la ritournelle c'est un motif connu dans un univers inconnu. Pour Damasio, la ritournelle de Deleuze et Guattari, elle s'incarne par le fait de ne pas se disperser dans le chaos de l'univers, ce qui est reflété par exemple dès la première page que je vous montrais tout à l'heure. Le principe c'est que on a une flopée de mots de ponctuation qui à la fois incarnent le chaos de la page et le chaos de l'univers, mais ils reprennent un motif, ils reprennent certaines phrases, certains mots, et ils arrivent à une forme de cohérence finale. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents. La boucle éternelle nietzschéenne, elle est incarnée plutôt dans le fait qu'il y a un début et une fin qui sont tous les deux très mystérieux, et par le fait que Caracol dans l'histoire passe son temps à créer des contes qui parlent de l'origine du monde, mais pour autant, ils sont tous différents. Donc là, je vais me mettre à parler de la fin de l'histoire. Si vous n'avez pas lu le livre, vraiment sautez absolument ce passage puisque je vais révéler ce qui se passe. On est tenu en haleine par Damasio jusqu'à, je vous le disais, la dernière ligne du livre.
Donc ça serait assez dommage de se gâcher cet aspect-là. Je vais faire un chapitrage dans la vidéo qui vous permettra d'accéder à la partie suivante. Et si vous avez lu le livre, je vous propose donc d'analyser la fin. Donc maintenant que nous sommes entre personnes qui avons lu l'intégralité de l'Ordre du Contrevent, vous le savez comme moi, ce que nous révèle Damasio à la fin, c'est que la Terre est ronde. Et donc, nous apprenons que Damasio n'avait pas un discours platiste jusqu'ici. Bref, ce qu'on peut se dire, c'est « Non mais en fait, on aurait pu s'en douter ». Et moi, j'avoue, vers le dernier tiers du livre, je me suis dit « Mais en fait, c'est ça qui va se passer forcément ». Mais, cette fin, et le fait que la Terre soit ronde, nous interroge sur plusieurs points. Pourquoi, c'est quand même une question importante, pourquoi est-ce que personne n'a pensé à explorer l'extrême aval pour découvrir qu'en fait, c'est là que se trouve l'extrême amont. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui savaient déjà que l'extrême aval et l'extrême amont se touchaient, puisqu'ils se touchent pas comme ça, ils se touchent plutôt comme ça? Est-ce qu'il y avait des gens dans le gouvernement, par exemple, qui le savaient? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils envoient des hordes? Est-ce que c'est une façon de garder la main sur la population, comme on le fait en temps de guerre, où on donne un ennemi commun, par exemple? Puisque Sov arrive en extrême amont, alias extrême aval, est-ce qu'il va se manifester auprès des autorités? Est-ce qu'il va le faire publiquement? Est-ce qu'il va le faire discrètement? Comment lui va être reçu? Est-ce qu'on va chercher à l'éliminer parce qu'il aura percé le secret de l'extrême amont? Est-ce que d'autres hordiers de précédentes hordes sont déjà arrivés en extrême amont? Par exemple, on voit qu'il y a un membre de la horde du 6e Golgoth qui est déjà arrivé en extrême amont, qui est arrivé au bord du gouffre. Mais pour autant, on le voit, aller dans le vide ne garantit pas forcément la survie. Et une autre question à laquelle nous n'avons jamais de réponse, et qui est en fait la première question posée dans le livre, c'est « Mais d'où vient le vent ?» En fait, c'est une énigme qui reste non résolue. Alors peut-être qu'on aura des réponses à toutes ces questions dans la suite que Damasio nous promet, mais bon, il n'est pas dit qu'il nous la serve un jour, et puis est-ce que c'est vraiment ces questions-là qui sont importantes? J'en suis pas si sûre. L'auteur nous laisse avec une sorte de pirouette qui, je trouve, donne un sens profondément nihiliste à tout le roman, et teinte tout le reste en fait d'un filtre un petit peu dérisoire, un peu déprimant aussi, mais finalement complètement cohérent avec tout ce qui nous a été raconté avant ça, puisqu'il nous dit que l'immanence l'emporte sur la transcendance. En effet, ce que nous dit Damasio, c'est que ça ne sert à rien de chercher ce qu'on appellerait des arrière-mondes, qui ne sont en fait qu'un idéal régulateur selon la définition d'Immanuel Kant, un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle. Pour Damasio, le fait d'espérer, le fait de se projeter vers autre chose, c'est réfuter le réel, c'est passer à côté de l'ici et du maintenant, et on n'a pas besoin de ça pour explorer sa propre puissance. Un des enseignements de la fin, c'est que si le mouvement ou le vent c'est la vie, forcément le monde ne peut pas avoir de fin, et donc on en vient à la boucle éternelle de Nietzsche, et on se rend compte que durant tout le récit, l'auteur nous a disséminé des indices de ce que serait la fin, puisqu'il nous a beaucoup montré le motif du tourbillon, du siphon, du colimaçon, etc. Pourtant, chez Nietzsche, l'éternel retour se fait forcément vers un retour à la case départ, un retour à l'identique, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, on serait plutôt proche de la ritournelle et de la déterritorialisation deleuzienne, c'est pas facile à dire. Sov, forcément, n'est plus le même homme lorsqu'il revient en extrême amont ou extrême aval que lorsqu'il en est parti il y a une trentaine d'années. Notamment parce qu'il a accompli sa transformation de l'esprit, il est passé de chameau à lion et enfin à enfant créateur. Il a rencontré et survécu à sa 9e forme de vent, mais ce qu'il en résulte, c'est qu'il a fait un constat amer, un constat démystifié. Il a abouti à la conclusion qu'il n'y a pas de transcendance. Au-delà du constat nihiliste, la fin du roman nous fait réfléchir aussi au concept de surhumain. J'avais lu une fois une théorie sur le roman qui dit que le gouvernement envoie des hordiers afin de faire une forme d'écrémage parmi l'élite, et ceux qui survivent sont considérés en fait comme des surhommes, et ensuite le gouvernement peut les réemployer. Donc ça n'est qu'une théorie, mais c'est assez intéressant puisque ça met en valeur l'intérêt pour le gouvernement de récupérer des surhumains. Sov
est à la fin le seul surhumain survivant, alors que c'est le personnage qui doute le plus de lui-même dans l'histoire et qui ne s'imagine pas vivre sans les autres, puisque sa 9e forme de vent, c'est l'expérience de la solitude à laquelle il arrive à survivre. Puisque Sauve est la métaphore de l'auteur, est-ce que ça signifie que le véritable surhumain c'est l'auteur? Bonne question. Je vous le disais, Sauve est un surhumain puisqu'il a trouvé et survécu à sa 9e forme de vent, il a accompli sa métamorphose de l'esprit, il a survécu à la perte de ses illusions, il a acquis la sagesse de Roshi qui en a fait son disciple avant de mourir, mais il est également un surhomme puisqu'il porte en lui plusieurs vifs de membres de la Horde et qu'il est l'auteur et le détenteur des fameux carnets de contre qui sont la seule véritable preuve de l'existence de la Horde. La réincarnation à la fois de tous les hordiers de la 34e Horde mais aussi de toutes les hordes précédentes qui ont permis à la 34e Horde d'avoir tout ce savoir et de pouvoir se rendre jusqu'en Extrême-Amont. Donc vous voyez, c'est quand même une morale qui est profondément non individualiste. Le personnage de Sauve fait également preuve d'un grand héroïsme, comme lui avait appris son père dans une phrase que je trouve assez déchirante. Le véritable héroïsme, c'est d'accepter la honte de survivre. Donc sa honte à lui n'est pas basée sur le renoncement, mais finalement sur la connaissance qui fait souffrir. Puisqu'on sait tout ce qu'on a perdu, on voit que le but qui nous paraissait si indispensable et pourquoi on a tant sacrifié est assez dérisoire, et qu'en plus c'est beaucoup moins intéressant que tout ce qu'on avait vécu. Ce dernier enseignement, il me semble, est vraiment un des plus importants du livre, puisqu'il reflète complètement la logique immanente de l'auteur. Pour terminer, je vous lis un extrait d'une interview d'Alain Damasio qui explique quel sens lui il donne à sa littérature. « Je n'écris surtout pas pour divertir, ni faire rêver, ni provoquer de l'émotion, ce Graal à la con, ou encore pour la catharsis. J'écris pour que le lecteur, quand il referme le livre, ou même avant, s'il le lâche, en sorte transformé, énergétiquement plus habité, intellectuellement remué, éveillé, énervé peut-être. Et surtout, j'écris pour qu'il ait un peu plus envie de vivre en sortant de mes livres qu'il ne l'avait en y entrant. C'est sans doute ma dimension épique intestine. » J'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous avez déjà lu La Horde du Contrevent, ça vous a éclairé sur ce livre, ou que si vous ne l'avez jamais lu, ça vous a donné envie de le découvrir. Moi j'ai adoré ce livre, même si je reconnais qu'il m'a fallu 150 pages pour vraiment entrer dedans. Clairement, il m'a beaucoup marqué, et je rejoins complètement la secte des adorateurs de La Horde du Contrevent. J'aimerais bien le relire, et je pense que ça serait d'autant plus intéressant après avoir lu le livre d'Antoine Saint-Épondil, L'étoffe dont sont tissés les vents. Je trouve qu'il explique vraiment bien tous les éléments philosophiques particulièrement de ce roman, et il me semble avoir lu dans une interview d'Antoine Saint-Épondil que lui-même n'était pas familier en fait avec toute la pensée philosophique, et donc il lui a fallu plusieurs années pour se les approprier et écrire ce livre. Je lui tire mon chapeau parce que son essai est à la fois clair, enthousiasmant et extrêmement éclairant sur l'œuvre de Damasio. J'ai très envie de lire d'autres ouvrages d'Alain Damasio, et j'ai notamment Les Furtifs dans ma pile à lire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis active. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, de rencontrer votre 9e forme de vent et d'y survivre, et de faire de très belles lectures.